D'abord, pour que vous sachiez qui vous avez en ligne aujourd'hui, je vous présente les membres d'Altior qui participent à ce webinaire. Nous avons donc Stéphane Renou, directeur projet, Bastien Spinella, ingénieur mécanique, et moi-même, James Newton, directeur commercial du groupe Altior. Bonjour. 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 Donc, ce webinaire se veut être un moment d'échange pour traiter de vos sujets et de vos questions. Donc, cette présentation servira à donner une vue d'ensemble du programme Launchpad d'Altior pour ensuite prendre vos questions en direct. Vos microphones sont actuellement désactivés et je vous inviterai à prendre la parole dans quelques minutes. Ce webinaire va suivre un programme assez simple. D'abord, un rapide aperçu d'Altior et de nos activités, les objectifs du programme Launchpad vus par nos clients, les ordres de grandeur fondamentaux à retenir, le mode opératoire par jalon et les principes du programme Launchpad, les livrables à attendre de chaque jalon, les moyens techniques qu'Altior met en œuvre pour atteindre les objectifs, et enfin, nous enchaînerons sur une séance de questions-réponses lors de laquelle il ne faudra pas hésiter à poser toutes vos questions à l'équipe Altior ici présente. Altior est une société française basée à Orléans qui développe, industrialise et produit en masse des objets électroniques pour le compte de tiers. Vous ne trouverez pas de produits portant la marque Altior, mais il est fort à parier que vous croisiez quotidiennement des produits de notre fabrication sous les marques telles que Schneider, Free, Aldes, Technal, Somfy, pour ne nommer que cela. Créé en 1992, Altior compte aujourd'hui environ 240 salariés qui produisent des millions d'articles tous les ans et génèrent un chiffre d'affaires d'environ 31 millions d'euros. Notre positionnement, qui est assez unique sur le marché, résulte du fait que nos services de recherche et développement, d'ingénierie et de conception se trouvent en France. Nos usines sont à Shanghai, mais nous appartiennent à 100%. Et c'est ce qui nous permet d'allier la qualité, la compétitivité et la déontologie qu'attendent les clients européens, américains d'une société telle que la nôtre. Altior est une des très rares sociétés capables de prendre un projet à partir d'une simple expression de besoin et de la porter jusqu'à la production en série, en passant par toutes les phases d'industrialisation, de qualification et de certification, et d'y ajouter les services de conception et de création, de packaging, ainsi que la logistique de livraison. Nous allons revenir maintenant à ce pourquoi nous sommes ici ce matin, le programme Launchpad. L'objectif principal du programme Launchpad est d'obtenir rapidement et moyennant un budget maîtrisé, un objet représentatif du produit finalisé. Ce produit va servir à vérifier sa faisabilité technique et économique, à faire des essais dans l'environnement d'usage réel, à tester la réceptivité du marché, par le crowdfunding par exemple, à le présenter à ses investisseurs potentiels et à se rendre compte des facteurs qui sont liés à son industrialisation et dont il faudra tenir compte pour la suite. Pour avoir un produit qui intègre les caractéristiques de fiabilité et de résistance d'un objet industrialisé, il faut normalement passer par des coûts et les contraintes d'une industrialisation. Et pour ceux qui découvrent ce domaine, une industrialisation, c'est en général un investissement
de 150 à 250 000 euros en moyenne et 12 à 18 mois de travail. En contraste, un programme Launchpad, c'est un budget de 30 à 80 000 euros en moyenne, 3 à 6 mois de travail et une fabrication en micro-série de quelques unités à quelques dizaines d'unités. Même si un budget de 30 à 80 000 euros peut sembler abordable pour arriver à un produit, il ne s'agit pas non plus de les gaspiller dans un projet à haut risque dont la finalité n'est pas garantie. Pour parer à ce risque, dans un programme Launchpad, nous mettons en œuvre le principe de jalons. Ces jalons, leur contenu, leur chiffrage sont remis au client dans le cadre d'une réunion de démarrage que nous appelons kick-off chez Alteur, à l'issue de laquelle le client détient tous les éléments pour décider d'initier son programme Launchpad. En règle générale, dans un programme Launchpad classique, il y a 3 jalons. Le premier jalon consistera normalement à faire l'analyse de faisabilité technique et à documenter les différents procédés de fabrication, les matériaux et les forces et faiblesses de chaque procédé et matériau envisagé. Ce jalon permet aussi d'élaborer les architectures mécaniques et électroniques du produit. Le deuxième jalon consiste en général à réaliser les études mécaniques et électroniques fondées sur les procédés et matériaux choisis à l'issue du premier jalon, et à mettre au point les maquettes des sous-éléments qui constituent des défis techniques et qui demandent un travail particulier pour répondre à une fonction spécifique. Enfin, le troisième jalon consiste à élaborer et à finaliser les prototypes par la mise en œuvre de moyens techniques spécifiques définis lors de la phase de maquettage. Chaque jalon permet de franchir une étape décisive dans le projet avec des livrables clairement définis, et entre chaque jalon a lieu un arbitrage pour décider de la poursuite ou de l'arrêt du projet. La faisabilité, a priori, est une condition sine qua non de la prise en charge d'un projet par Alteur. Nous avons un processus de qualification des projets qui nous sont soumis et dont le but est justement de vous assurer de la faisabilité technique du projet avant de l'engager. L'architecture mécanique est livrée sous la forme d'un document de spécification qui résulte d'un travail d'analyse et de projection des choix possibles, de leurs forces et de leurs faiblesses. Il s'agit aussi d'étudier les différentes méthodes d'assemblage adaptées, et pour mieux s'approprier les sujets, on va réaliser des rendus 3D. L'architecture électronique est aussi livrée sous la forme d'un document qui spécifie les composants électroniques et leur agencement. Ce travail apporte à chaque caractéristique du produit une réponse par des composants adaptés. C'est aussi dans cette étape qu'on détermine les meilleurs choix de connectivité et d'interface. Un second volet de l'architecture électronique est la spécification du firmware, c'est-à-dire les modes de marche et leurs scénarios, les machines d'état et leurs séquences, les threads et la communication. On y détermine aussi les scénarios de consommation. Que ce soit pour le volet électronique ou mécanique, les maquettes constituent des études physiques visant à valider des points clés du produit. Les bureaux d'études vont donc faire des essais pour déterminer les meilleurs procédés et matériaux pour arriver aux exigences de propriété mécanique, et se concentreront sur des fonctions spécifiques telles qu'une charnière, une antenne ou une chambre acoustique par exemple. On y travaillera aussi les dimensions et les formes pour atteindre les exigences d'ergonomie et l'encombrement. On retient donc que les maquettes concernent surtout les sous-ensembles du produit complet qui représentent les principaux défis techniques à relever. Le jalon 3 étant le dernier, c'est celui qui aboutit à la livraison des prototypes finalisés.
Avec les prototypes en main, le client, comme Altior, auront une idée bien plus précise des caractéristiques du produit final. Le troisième jalon est donc souvent l'occasion de remettre un chiffrage pour une industrialisation. Cette industrialisation et la production qui en découle sont l'objet du programme Scale Up, qui fera aussi l'objet de prochains webinaires ce jeudi et mardi prochain, même horaire que ce matin. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à vous inscrire à ces webinaires. Enfin, nous abordons les moyens techniques mis en œuvre dans le cadre d'un programme Launchpad. Chaque prototype, selon les exigences de qualité qui seront déterminantes dans les scénarios d'utilisation, fait l'objet de méthodes de fabrication spécifiques. L'impression 3D, selon les types d'imprimantes et matériaux utilisés, permettra d'avoir des rendus plus ou moins solides, lisses et flexibles, et plutôt à bas prix. Le frittage permet de travailler les matériaux composites pour les objets de taille conséquente. La stéréolithographie est aussi une autre forme d'impression 3D par polymérisation au laser, intéressante pour les meilleures précisions et une polyvalence dans les matériaux qu'on peut employer. L'usinage d'une pièce va permettre de maintenir les propriétés physiques et thermodynamiques de la matière choisie. Puis il y a aussi différentes techniques de moulage applicables au prototypage. Un moule silicone est fabriqué à partir d'un modèle solide par la coulée sous vide. C'est une option peu onéreuse qui peut créer plusieurs exemplaires d'une même pièce. Beaucoup plus onéreux et réservé à des cas spécifiques où un rendu identique à l'industrialisation est requis, les moules à injection obtenus par électroérosion sont rarement mis en œuvre dans le prototypage. Pour les cartes électroniques, Altior fait appel à des partenaires qualifiés qui les câblent. Si un objet a besoin d'un processeur plutôt que d'un simple microcontrôleur, il peut arriver qu'on assemble une carte fille, faite sur mesure bien sûr, avec une carte mère de type Raspberry Pi, pour des raisons de ratio coût-performance. À la remise des produits résultant dans Launchpad, comme nous l'avons vu dans les objectifs présentés en introduction, ceci varie grandement d'une entreprise à une autre. Le but principal est d'avoir en main l'objet qui concrétise l'idée ou l'innovation que le client souhaite mettre en situation pour en tester toutes les caractéristiques et obtenir une validation de la part de ses clients ou de ses investisseurs en vue d'une industrialisation et d'une production à plus grande échelle. Je propose maintenant d'enchaîner sur la séance de questions-réponses. Donc, si vous êtes sur le chat, hein, la bulle de conversation, je pense qu'on peut lever la main et répondre aux mains levées. Je peux répondre à la question une question qui s'affichait. C'est comment avancer avec vous sur la conception d'un prototype? De quels éléments avez-vous besoin pour débuter les études? D'accord. Alors, c'est une question qui forcément est assez fondamentale. Ce que je propose, c'est peut-être Bastien, si tu peux prendre la parole pour répondre à cette question-là. Oui. Alors, au niveau de la conception, il y a toujours des revues avec les clients pour présenter et valider avec lui l'état de conception du produit. On lance toujours un prototype seulement quand on a eu la validation avec notre client sur l'état de la conception. Et au niveau des éléments qui sont nécessaires pour débuter les études, ça peut être variable, mais ça va être un cahier des charges. Et puis, peut-être que Stéphane, tu sais un peu plus sur les éléments fondamentaux pour le lancement. Effectivement, de base, il faut quand même un cahier des charges. C'est le principal pour bien comprendre le besoin du client. Après, la rédaction d'un cahier des charges, c'est toujours un peu compliqué. On le sait pour certaines startups, notamment.
Donc, du coup, ce qu'on peut proposer, c'est la rédaction d'un cahier des charges ensemble à partir d'une idée qui a été présentée par le client. On essaie de bien cadrer les choses pour que ce qu'on va étudier après pour le Launchpad corresponde bien à ce qu'attend le client, en fait. Voilà. Merci beaucoup. Du coup, est-ce que Bastien, tu peux présenter un peu les prototypes que l'on a sur l'écran, s'il te plaît? Oui, ok. Alors, donc, voilà, plusieurs prototypes sont présentés à l'écran. On peut commencer par le premier plan avec les 4 chevillères. Donc ça, c'est 4 prototypes d'un même produit qui est une chevillère pour le football à 5 qui permet d'enregistrer l'activité d'un joueur lors d'une partie. Donc le prototype tout à gauche là que Frédéric montre, lui, c'est vraiment un premier prototype qui permet notamment de valider une ergonomie et les formes du produit. Donc, en l'occurrence, sur ce produit, ce premier prototype a permis d'évaluer que euh, le volume actuel, en l'état actuel de la conception, était trop important. Et donc, on le voit sur le prototype à sa droite, qui est le suivant. Il y a eu une réduction du volume pour arriver à quelque chose qui correspondait plus aux attentes du client, notamment en termes d'ergonomie. Donc, sur ce prototype-là, il y a eu une petite itération sur le choix des matières et des couleurs pour avoir un rendu un petit peu plus proche d'un produit et du produit souhaité. Et encore à sa droite, c'est les 2 prototypes qui sont identiques qui représentent le prototype final, qui donc là ont été réalisés dans des technologies de prototypage qui permettent d'obtenir un résultat très propre d'un produit qui pourrait être final et industrialisé. Donc en termes de rendu, on a des éléments souples pour bien venir s'adapter sur la cheville et afin voilà, d'être vraiment au plus proche d'un produit qui serait terminé. Tout à gauche, nous avons un thermostat qui est de la marque Nodon. Alors là encore, un prototype réalisé, mais qui est complètement fonctionnel. Donc, on a un anneau tout autour qui pivote et qui permet de régler une température si on le souhaite. Donc, voilà, c'est un prototype, celui-ci, qui est très, en termes de rendu, très bien fini, puisque notamment sur des salons où il a pu être présenté, certaines personnes pouvaient penser que c'était un produit fini. Tout à droite, nous avons une tour de télécommunication qui permet notamment de remplacer les pieuvres en salle de réunion. Donc là encore, prototype complètement fonctionnel avec une bague qui pivote, la bague verte sur le dessus qui pivote pour faire des réglages. Et puis, comme Frédéric vient de le montrer, le premier étage de la tour qui peut se déclipper afin d'être déplacé sur la table pour que tous les intervenants puissent prendre la parole. Donc là encore, c'est un prototype, mais avec différentes matières, que ce soit du métal, du plastique, du simili-plastique. Juste à sa gauche, c'est un détecteur de fumée, donc avec une petite partie souple, notamment sur le milieu, la partie noire, et puis un résultat au niveau finition avec un petit peu un effet soft pour la prise en main. Et enfin, dernier prototype sur cet écran, c'est un prototype là qui en l'occurrence est un aérateur à vin. Celui-ci est transparent. Ça permet notamment lors d'une présentation ou sur un salon de montrer aux gens un petit peu le fonctionnement interne du produit. Donc ça apporte un côté marketing au prototype. En plus du côté technique, car pour le développement d'un produit, c'est très pratique d'avoir un prototype transparent pour vraiment voir le fonctionnement et le comportement des pièces qui sont internes au produit. Merci beaucoup, Bastien. C'était très complet.
Je pense ce qu'on peut retenir donc des prototypes issus de Launchpad, c'est qu'on a véritablement en fin de course un produit qui ressemble, qui a les propriétés du produit fini. Et effectivement, souvent sur les salons, quand on présente les prototypes, les gens ont l'impression qu'il s'agit bel et bien de produits finis. J'ai une nouvelle question. Donc, quels sont les types de sociétés qui peuvent accéder à ce programme? Donc, les sociétés pouvant accéder au programme Launchpad d'Alture sont des sociétés de toute taille, toute catégorie. Contrairement à ce qu'on peut croire, Launchpad n'est pas dédié ou spécifiquement aux startups. Beaucoup de grands comptes utilisent aussi le programme Launchpad pour lancer leurs innovations, développer de nouveaux produits, puisqu'il s'agit d'un programme plutôt rapide, à budget maîtrisé et à très faible risque, qui forcément intéresse toute société. Donc, une autre question pour les chevillères sans trahir de grands secrets, une estimation de durée pour le prototype. Et aussi pour l'évolution qui permet de passer du premier proto au dernier proto. Bastien, je ne sais pas si tu as les informations là-dessus. Non, là, je ne les ai pas en tête. Sinon, je vois qu'il y a Damien est en ligne. Damien, je ne sais pas si toi, tu peux prendre la parole là-dessus. Avoir un ordre d'idée donc des durées de passage d'un prototype à l'autre pour la chevillère. Après, pour le passage du premier au dernier prototype, ça peut être à peu près la durée du Launchpad que tu as annoncé, James, puisque le dernier, c'est vraiment le proto final qu'on rend au client pour lui ses besoins propres. Et le premier, c'est un petit peu… le premier qui était présenté, c'est un petit peu un intermédiaire du premier jalon. Ce n'est pas un fin de jalon, c'est plutôt avant, car là, ça permettait… ça, c'est un design Altior, donc ça permettait plutôt au client d'avoir dans les mains un vrai produit. Super. Je vois que Damien a ouvert son micro. Damien ? Oui, si vous voulez, bonjour à tous. Ce qui est toujours important de savoir quand on lance un prototype, c'est de savoir ce qu'on veut en faire derrière. Et là, pour le cas, l'objectif, c'était de faire une certaine quantité de prototypes pour faire des tests terrain. Donc, il y a la phase de développement, la phase de fabrication de prototypes. Mais après, ce qu'il ne faut pas négliger, c'est toute la phase de test, avec le retour d'expérience qu'on peut en avoir pour apporter des améliorations au produit. Et j'ai envie de dire, c'est la partie la plus importante finalement du développement, c'est de faire l'analyse de ce qu'on a pu créer pour voir est-ce que c'est pertinent, est-ce qu'il faut l'améliorer, est-ce que c'est viable derrière pour en faire un produit industriel et qui pourra être distribué et accepté par nos clients, ou est-ce qu'il faut repasser par une phase, une itération supplémentaire pour apporter des améliorations. Pour des ordres de grandeur, généralement, une phase sur un projet de cette complexité-là, on est autour de 2 mois, 2 à 3 mois. Super, merci beaucoup Damien. Alors, combien de quantité maximum peut-on faire? C'est une question on peut retourner au client dans le sens où forcément comme Launchpad est un programme destiné à réaliser des prototypes représentatifs du produit final, chaque pièce est une pièce unique, faite avec des procédés assez manuels, semi-industriels dans certains cas, et donc chaque pièce a un coût unitaire relativement élevé, ce qui fait que le nombre de produits doit tenir compte justement de ce coût unitaire parce qu'il n'y a pas d'économie d'échelle dans le cadre d'un programme Launchpad. Autrement dit, si un prototype coûte 200 € à produire, si vous en voulez 10, eh bien, ça fait 2000 €. Donc, c'est une question que le client doit se poser avant de demander des quantités. Bien sûr, ça fait partie du chiffrage au début, mais c'est plus un facteur économique qu'autre chose. Après, il y a aussi le fait qu'au-delà d'un certain nombre, donc dès qu'on est dans les centaines de pièces, il y a l'intérêt de faire des centaines, sachant qu'un programme Launchpad n'intègre pas de certification
vu qu'il ne s'agit pas de produits finis, donc ils ne sont pas censés être commercialisés en tant que tels. Si le client souhaite les commercialiser, dans ce cas-là, il faut obtenir une certification et quand on connaît le coût des certifications, voilà, ça revient aussi à se poser une question économique. Aussi, en fonction des volumes, quand on est dans les centaines, se pose la question de l'industrialisation pure et dure. Est-ce que ça ne vaut pas le coup plutôt de passer à une industrialisation? Bref, c'est au cas par cas, on pourra répondre à cette question. Ça dépend beaucoup de l'objet lui-même et des objectifs spécifiques du client. Ah, ouais, donc, y a-t-il un nombre d'itérations limité dans le programme Launchpad? Alors, je ne sais pas exactement, oui, itération, c'est-à-dire un passage d'un prototype à un autre. Je n'ai pas vraiment de réponse figée à cette question. Là aussi, il se pose la question de l'intérêt. Quand on passe d'une maquette, donc par exemple la chevillère, le premier morceau qui était présenté par Frédéric tout à l'heure, c'était vraiment une maquette en venant de l'ordre d'idée des dimensions avant de passer à l'étape des matériaux. Plus il y a d'itérations, là aussi, plus il y a de travail, plus le Launchpad sera cher. Donc, c'est là aussi une question plutôt économique et spécifique au projet lui-même. C'est-à-dire, est-ce que le défi technique que présente le projet demande un nombre élevé d'itérations? Peut-être aussi, Bastien ou Damien, l'un de vous veut intervenir là-dessus, vu que je pense que la question est surtout d'ordre mécanique. Oui, je pense que tu as bien résumé la situation. C'est que l'itération est nécessaire. Il y a les itérations qui sont prévues à la base, donc suivant le modèle un peu typique que James a présenté ici. Les itérations éventuelles supplémentaires, elles seraient liées à des no-go, c'est-à-dire que si le développement, le prototype montre quelque chose qui ne convient pas et qu'il faut repasser par une itération, voilà, c'est plutôt ça qui pourrait provoquer d'augmenter le nombre d'itérations. C'est des phases bloquantes, des points bloquants dans les tests des prototypes qui nécessiteraient un nouveau développement, de refaire une passe sur la conception et repasser par un prototype pour bien valider la fonction technique. Et je rajouterais un point supplémentaire également, c'est que quand on part sur un projet Launchpad, on peut aussi le faire parce qu'il y a des verrous technologiques dans le développement qu'on veut faire. Et ce qui est important, c'est de pouvoir lever ces verrous. Et on va le faire en faisant un développement expérimental. Et la première phase de prototypage peut être a pour vocation parfois de lever ce verrou-là. Et le produit qu'on va sortir, cette première maquette, n'est pas forcément quelque chose de représentatif du produit fini, mais ça peut être uniquement une fonction qu'on a voulu dérisquer, pour laquelle on a voulu valider une faisabilité avant de faire un prototype dans sa globalité. Donc, ce qui peut être aussi une étape de maquettage. C'est aussi pour ça qu'on a un go no go à la fin de chaque jalon. Le but, c'est quand même de valider l'étape. Si elle n'est pas validée, ben on se met autour d'une table et on voit quelles vont être les prochaines actions. Donc, c'est peut-être effectivement réitérer le premier jalon, ou alors c'est modifier le cahier des charges et du coup refaire une roadmap pour aller jusqu'au bout. Mais c'est comme dans la vie de tout projet de toute façon. Super, merci pour ces réponses. Donc Frédéric pose une question sur la nécessité de passer un nouveau design une fois que le proto est terminé et quand on va passer en scale-up. Alors, peut-être je vais répondre sur le plan commercial du passage d'un Launchpad à un scale-up. Évidemment, l'aboutissement d'un programme Launchpad, c'est d'avoir un produit qui a toutes les caractéristiques d'un produit finalisé, mais qui n'en est pas un, et qui aura comme objectif technique de vraiment vérifier le challenge que représentent certaines caractéristiques spécifiques du produit, et tout ça dans un programme
où on cherche à réduire délai, budget et risque. Certains pourraient croire que du coup, passer dans Launchpad à un scale-up permet de réduire dans la totalité du budget d'un Launchpad le budget d'un scale-up. C'est pas tout à fait vrai. Il n'y a pas une déduction immédiate. Si un projet scale-up était chiffré à 200 000 euros et un projet Launchpad à 50 000, si on fait le projet Launchpad, ça ne veut pas dire que tout d'un coup, un projet scale-up revient à 150 000. Voilà, les 200 000 moins les 50 000 dans Launchpad, on est plutôt dans des ordres de grandeur d'un chevauchement à 30 000 euros, c'est-à-dire que on soit plutôt à 170 000 pour le scale-up, vu qu'une bonne partie des études et du maquettage ont été faits dans le cadre du Launchpad. Donc, il n'y a pas de déduction immédiate entre les deux. Je laisse peut-être, par contre, là aussi, Bastien ou Damien répondre sur les aspects techniques. Quand on prend un produit qui est sorti dans Launchpad et qu'on veut passer un scale-up, en général, quels sont les éléments à réviser? Eh bien, le Launchpad, il va servir de base. On ne va pas reprendre tout à zéro en switchant sur le scale-up. Donc, on va se servir du Launchpad comme base pour reprendre le produit et le transformer en produit industrialisable. Donc, ça va être, il y a quand même un travail à refaire sur le produit pour le transformer en quelque chose qu'on peut fabriquer. Et puis, il y a aussi toute la partie documentation à faire en plus. Donc, que ce soit les documents 2D, par exemple. Et puis dans les développements Launchpad, Alcor ayant pas mal de compétences et de briques technologiques en interne, pour un développement, on va quand même avoir un raisonnement un petit peu industriel, hein, même si l'idée c'est de faire une preuve de concept. Donc typiquement pour les cartes électroniques, on a des facilités pour faire un routage assez rapidement. On ne va pas partir d'office sur des cartes Arduino capteurs, on va faire notre propre PCB et implanter nos capteurs en mettant nos drivers qui vont permettre de pouvoir faire des tests qu'on maîtrise. Pareil au niveau de la mécanique, généralement les pièces, elles ne sont pas complètement industrialisées, mais on sait qu'elles sont industrialisables dans un deuxième temps. Et donc le travail en partie scale-up, elle va être beaucoup effectivement sur l'industrialisation, sur faisabilité et les risques, les analyses de risques, hein, parce que là l'objectif c'est plus de faire une petite série de quelques prototypes, mais de rentrer en mass production et avec toutes les problématiques liées aux volumétries, aux problématiques liées aux problèmes qualité. Et là, on va mettre beaucoup d'analyses de risque sur ces phases-là pour essayer d'avoir une conception la plus robuste possible. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à prendre la parole si vous avez le moyen d'activer vos micros. Non, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. Donc, ce que je propose, c'est qu'on regarde rapidement quels sont les webinaires Alture à venir, sachant que nous avons élaboré tout un programme pour répondre justement aux questions des gens qui viennent nous voir sur les salons, et ces salons étant annulés forcément par les temps actuels, on cherche à y répondre via le web. Vous avez en replay sur les liens que je vous communiquerai le webinaire sur le programme Scale Up. Ici, l'industrialisation de votre innovation, les paramètres à connaître. Vous avez le lien pour voir ce webinaire en replay. Ensuite, le webinaire de ce matin, c'était donc la deuxième et dernière édition de ce webinaire-là, sera en replay bientôt, je pense à la même adresse. Ensuite, jeudi 9 et jeudi 16 avril, nous allons faire 2 séances du webinaire sur les technologies de Smart Home et de Smart Building, qui, je pense, va être un webinaire plutôt populaire. Donc, beaucoup de gens s'intéressent à ces sujets-là.
Enfin, le jeudi 7 avril et 14 avril, nous allons présenter les atouts d'Alture destinés aux grands comptes. Euh, Évidemment, Alture travaille beaucoup avec des startups et avec des PME, mais les grands comptes ont aussi un intérêt à travailler avec Alture, notamment pour des raisons d'agilité et de flexibilité. Voilà, n'hésitez pas à prendre mes coordonnées si vous souhaitez parler plus précisément de vos projets et à suivre Alture sur LinkedIn, vu que nous publions sur LinkedIn l'ensemble des événements que nous organisons et pour avoir des points de contact avec les membres d'Alture. Dans le chat, vous avez aussi les différents liens vers les webinaires pour vous inscrire. Voilà, merci beaucoup tout le monde. On va terminer ce webinaire et à très bientôt, j'espère. Merci, au revoir. Alors j'ai une question, merci Bastien. J'ai une question, vous parlez des 3 grands programmes, Launchpad, Scale-up et le dernier. Je me suis inscrit sur les webinaires des 2 premiers, mais je n'ai rien vu pour le dernier. Donc Scale-up, vous pouvez vous inscrire depuis des liens que les mêmes canaux d'invitation que ceux qui ont été émis pour le webinaire de ce matin. Je pense que le mieux, si jamais vous cherchez des webinaires Alture, c'est d'aller directement sur Eventbrite, de faire une recherche par Alture et vous trouverez tous les webinaires actifs du moment pour vous inscrire. Sinon, il y a les canaux LinkedIn où on envoie aussi les liens pour vous inscrire. Et normalement, je pense que beaucoup de gens qui sont inscrits ce matin ont reçu une invitation directement par email, puisque vous êtes des gens en relation avec nous, sûrement parce que vous avez exprimé un intérêt pour des projets ou des développements. La question suivante, c'est combien coûte le kick-off seul? Le kick-off seul n'a pas vraiment de prix, puisqu'il s'agit en fait d'un élément d'initiation du projet. Donc, si la personne décide de ne pas faire de programme Launchpad, ça s'arrête là. Voilà. Donc, sauf conditions très particulières ou projet vraiment sophistiqué, normalement un kick-off ne va pas faire l'objet d'une facturation. La question suivante, c'est travaillez-vous avec des petites startups ou uniquement des grosses entreprises? Alors, Alture travaille avec des sociétés de toute taille. Je pense que dans les prototypes qui sont présentés sur la table là, il y a vraiment des exemples de produits pour des startups qui avaient assez peu de fonds pour démarrer leur projet. Et justement, le Launchpad sert pour ces sociétés-là à concrétiser, avoir un élément concret en main sans avoir à investir justement dans l'industrialisation complète du produit. Mais beaucoup d'entreprises de grande taille aussi font appel au programme Launchpad parce qu'elles font de l'introduction d'innovation, de nouveaux produits et souhaitent une plateforme d'essai avant de s'engager aussi dans l'industrialisation et la production. Donc, c'est vraiment les entreprises de toute taille. Alors, j'ai une question un peu plus technique, je dirais. Quelle finesse d'écartement de billes et de boîtiers WLCSP pouvez-vous router les cartes et les produire et à quel rythme de volume de production mensuel maximum? Alors, pour répondre à la dernière partie de cette question, il n'y a pas de limite comment dire, au nombre de cartes qui peuvent être produites, mais dans le cadre d'un Launchpad, il ne s'agit pas de faire de l'industrialisation. Donc, on est sur des projets spécifiques à chaque fois, tout est fait sur mesure. Le but d'un projet Launchpad, ce n'est pas de produire en masse des cartes électroniques ou des objets, c'est de faire quelques unités, quelques dizaines d'unités, au maximum quelques centaines d'unités,
de manière à pouvoir tester un marché et tester le produit dans son environnement réel d'utilisation. Donc, c'est plutôt une question qu'il faudrait poser au webinaire sur Scale-up, où là, je pense qu'on aura un peu plus d'éléments à apporter à cette question. J'ai une autre question. Vous avez annoncé un coût moyen d'industrialisation d'un produit de l'ordre de 200 à 250 000 euros. Est-ce que le fait de choisir un programme Launchpad me permet de rester, voire de réduire ce budget, ou est-ce que ce budget s'ajoute au coût de programme d'industrialisation cité ci-dessus? C'est une très bonne question qui nous est souvent posée. Donc, en fait, la fourchette que j'ai donnée de 150 à 250, c'est un ordre de grandeur. Hein. Il y a des projets plus chers, il y a des projets un peu moins chers, mais on est toujours proche, en tout cas, de cette fourchette. Le programme Launchpad permet effectivement de réduire le coût total d'un programme Scale-up, dans le sens où une partie du travail a déjà été faite. Il ne s'agit pas non plus d'une déduction directe, c'est-à-dire si, par exemple, on fait un Launchpad qui coûte peut-être 50 000 euros et qu'à vue de nez, un programme Scale-up coûtait peut-être 200 000, on n'est pas non plus dans une déduction directe de 200 000 moins 50 000 égale 150 000. On va être plutôt dans un ordre de réduction d'à peu près 2/3 du programme Launchpad vont pouvoir être déduits d'un programme Scale-up. Donc, sur les 50 000 d'un programme Launchpad, par exemple, on peut imaginer que 30 000 seront déductibles directement du Scale-up parce que le travail aura été fait. Le but du Launchpad, c'est vraiment de tester la viabilité d'un produit et non pas de le produire ou de faire les DFM, hein, le Design for Manufacturing directement. Mais comme c'est dans l'ADN d'Altior de faire des produits industrialisés, malgré tout, les prototypes qui sortent d'un programme Launchpad ont en général des caractéristiques de produits industrialisables. J'ai une autre excellente question. C'est à qui appartient la propriété intellectuelle d'un projet réalisé avec vous? C'est aussi une très bonne question. La propriété intellectuelle est celle du client. Il n'est pas dans l'intérêt d'Altior d'inventer quoi que ce soit. Donc, Altior ne crée pas d'innovation. L'innovation est celle du client. Donc, c'est important de savoir que si vous arrivez chez Altior avec une simple idée, l'idée vous appartient, mais sa mise en œuvre vous appartient aussi. C'est-à-dire que si vous voulez faire, j'invente un peu n'importe quoi à titre d'exemple, mais je ne sais pas, un appareil de capture du CO2 de l'atmosphère et que vous n'avez pas vous-même inventé le procédé pour y arriver, ce n'est pas Altior qui va l'inventer. Nous allons fabriquer l'appareil qui intègre votre invention pour le faire, mais nous n'inventons pas chez Altior, nous fabriquons. Donc, la propriété intellectuelle est celle du client. Si jamais Altior est amené à inventer quelque chose dans le cadre d'un projet client, ça fera l'objet d'une discussion, bien sûr, pour savoir à qui appartiennent les droits, mais c'est jamais arrivé jusque-là et je ne vois pas de raison pour laquelle ça arriverait. Ce n'est pas notre but. Alors, j'ai plus de questions. Est-ce que vous en avez d'autres à tous? Ah, les algorithmes. Alors, inventer, connaît-il des algorithmes? Là, c'est la même chose. Altior ne connaît pas votre métier. Si vous voulez créer un système, par exemple, qui permet de savoir quand est-ce qu'il faut, par exemple, ajouter un produit pour diminuer l'acidité d'une piscine, Altior n'a pas connaissance des éléments à prendre en compte pour savoir quand est-ce qu'il faut filtrer, ajouter du produit, etc. Ça, c'est le client qui a ses propres connaissances. Et donc, de la même manière qu'on n'invente pas de procédés techniques, on n'invente pas non plus d'algorithmes chez Altior. C'est au client d'avoir ces connaissances-là. De la même façon, Altior étant un fabricant, nous ne faisons pas nous-mêmes la partie applicative des appareils
qui sont fabriqués. Il y a deux possibilités. La plupart du temps, le client a déjà les compétences pour développer en interne ces applications. Sinon, on fait appel à des sociétés dont c'est la spécialité. De la même manière, Altior a des partenaires de confiance à qui nous pouvons confier le développement de tout ce qui est applicatif. Mais en général, l'algorithmie, c'est quand même la valeur ajoutée, on va dire, ça fait partie de la propriété intellectuelle qui doit appartenir au client, donc c'est au client de la détenir. Vous arrive-t-il de faire des partenariats ou d'avoir des parts d'entreprise avec les startups afin de réduire les coûts? L'industrialisation pour la startup. Réponse rapide et directe, non. Nous ne participons pas à la capitalisation des startups pour plusieurs raisons. D'abord, nous ne maîtrisons pas votre marché. Le marché des piscines, on ne le connaît pas. Le marché des drones, on ne le connaît pas. Le marché des haut-parleurs pour les bureaux, on ne le connaît pas, ni des bracelets pour les sportifs. Et Altior se voit quand même présenter plusieurs projets par jour. On en retient quelques-uns par mois. On ne peut pas avoir la connaissance de tous les marchés pour lesquels nous fabriquons les objets. Et donc, il nous est impossible d'évaluer le potentiel ou le risque lié à un marché particulier. La deuxième raison, c'est qu'Altior, étant le fabricant, mettre de l'argent dans un projet pour simplement le récupérer après a assez peu de sens. C'est ce qu'on appelle faire la banque. Il vaut mieux emprunter directement ou aller chercher des fonds ailleurs. Et ça pose aussi un petit problème de conflit d'intérêt chez Altior, parce que si on investit dans une entreprise et qu'on récupère l'argent par la suite, ce n'est pas toujours très bien vu. Alors, je vois, ce n'est pas une question, mais remarque. Pour résumer, vous faites la partie élect plus méca, mais pas logiciel. Oui et non. Mécanique, électronique, oui, ça c'est certain. Logiciel, on va jusqu'au firmware. Donc, on permet bien sûr d'avoir un objet où tous les éléments, tous les composants électroniques de l'objet peuvent communiquer entre eux. L'appareil est fonctionnel, c'est juste qu'il n'a pas la couche applicative. Ça, c'est quelque chose qui doit venir d'un autre prestataire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Partagerez-vous les slides? Oui, bien sûr. Je ne sais pas exactement de quelle manière on va partager les slides, mais je pense que tous ceux qui sont inscrits ce matin vont recevoir un email sûrement avec un lien ou voir les slides en fichier attaché. Donc, toujours Florian, dans le logiciel, vous faites juste les drivers. Alors, est-ce qu'on a un développeur Altior en ligne là? Parce que non, on va au-delà des drivers, mais j'aurais bien aimé peut-être avoir quelqu'un qui explique plus en détail ce qu'on fait comme développement logiciel. On est capable de faire beaucoup de choses. C'est vraiment la partie applicative avec l'algorithmie intégrée qu'on ne fait pas, mais par exemple, tout ce qui est éléments de commande pour les modems, ça on le fait, on intègre les stacks, vous pouvez appeler ça des drivers si vous voulez, mais on va aussi sur les couches intermédiaires, mais ça dépend vraiment du projet lui-même. Là aussi, je vous invite à participer au webinaire Scale Up qui permettra de répondre plus à ces questions-là, sachant que le Launchpad, il est vraiment fait pour avoir les prototypes physiques. Il y a une nouvelle question, James, qui vient d'arriver. Oui. Vous parliez tout à l'heure de l'étude de plusieurs mois avant l'industrialisation. Avez-vous des programmes plus rapides si l'entreprise dispose déjà d'un prototype? Non. Je pense que s'il y a déjà un prototype, il y a déjà plusieurs étapes qui sont passées en fait. Oui. En fait, la question va être, si vous avez déjà un prototype, est-ce qu'il y a un intérêt à faire un Launchpad? Voilà, ça c'est une question qu'on peut traiter avec la société en question. Après, si la question c'est combien de temps faut-il pour industrialiser à partir d'un prototype,
Là aussi, c'est spécifique à chaque projet, mais on est en général sur des périodes d'entre 9 et 12 mois pour passer d'un prototype à un projet industrialisé. Il y a beaucoup d'étapes incompressibles dans une industrialisation, donc que ce soit chez Alture ou ailleurs, vous allez tomber sur ces éléments incompressibles. Là aussi, je vous invite à participer au webinaire sur les scale-up qui expliqueront plus en détail ces éléments-là. Mais avec plaisir pour les réponses. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les participants ce matin? N'hésitez pas, même si c'est des choses un peu à côté de ce qui a été exposé ce matin, on est là pour répondre. Pour information, le webinaire est enregistré et sera disponible très prochainement sur notre site. Et j'en profite aussi pour vous remettre le lien pour l'inscription du prochain webinaire, si vous ne l'avez toujours pas fait, si c'est déjà fait. Donc, juste avant de nous quitter, je vous présente les prochains rendez-vous qui feront l'objet de webinaires live. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, le mieux, c'est d'aller sur Eventbrite et de chercher Alture pour avoir les liens vers ces webinaires. Il y en a qui ne sont pas encore programmés complètement, donc il n'y a pas encore les liens, les dates. Vous pouvez aussi nous retrouver sur LinkedIn. LinkedIn Company Alture, le lien que vous voyez sur ce slide, pour suivre aussi les événements Alture. Je vous donne aussi mes coordonnées si vous voulez les prendre pour me contacter. Si vous avez des projets ou d'autres questions, on est là pour ça. Donc, merci beaucoup d'avoir participé à ce premier webinaire Alture. J'espère que ça vous a plu et que vous reviendrez pour les autres webinaires qu'on veut instructifs et interactifs. Merci beaucoup tout le monde.